merci au comité scientifique et à Philippe Touraine pour son invitation. Donc on va parler aujourd'hui de perturbateurs endocriniens et reproduction. Donc en général, c'est un topo qui fait peur à tout le monde. Je vais me mettre là pour que les modératrices puissent voir le diaporama, sinon elles vont être tronquées par mon dos. Ça sera plus sympa. En général, on a tout de suite peur une fois qu'on a fini le diaporama et rien ne va plus. Alors voici mes liens d'intérêt. Donc, je suis obligé de faire de l'historique des perturbateurs endocriniens. C'est des choses que vous connaissez, que vous avez déjà vues souvent. On en parle, on en reparle, on en reparle. C'est la fameuse histoire de par où tout a commencé. Et par où tout a commencé, c'est cette photo du Times Magazine, donc en 1947, qui vantait la ménagère américaine moyenne dans son potager dit biologique de l'époque, hein, avec le chien, la production locale de fruits et légumes, la poule et le coq pour avoir des œufs, et puis la viande locale. Et puis tout ça au bon prix aspergé de DDT, puisque pour améliorer les cultures, il fallait enlever les nuisibles, et le DDT était un très bon insecticide, ce qui lui a valu quand même un prix Nobel, en tout cas à son inventeur en 1948. Et puis très rapidement, des scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme en disant que ce produit était peut-être aussi toxique. Et vous avez ici la photo de Rachel Carlson, qui a passé sa vie en tout cas à lutter contre les pesticides, qui était nommée prof de zoologie dans une brillante université américaine, qui a perdu son titre de professeur puisque elle s'est levée contre le lobby agroalimentaire américain, qui a dû repasser une partie de sa carrière dans une autre université. Et ce qui l'avait beaucoup inquiété, c'est cet aigle américain dont la fertilité était progressivement altérée, et notamment puisque les œufs devenaient extrêmement friables et se cassaient avant l'éclosion. Alors vous me direz pourquoi il nous parle d'oiseaux, de coquilles qui se cassent en plein milieu d'un topo d'endocrino. En tant qu'endocrinologue, il faut savoir que l'éclosion des oiseaux, elle est liée à votre fonction thyroïdienne. Si vous n'avez pas de T4 dans l'espèce, en tout cas volatile, vous n'aurez jamais d'éclosion de l'œuf. Et c'est la même chose que vous verrez en fait avec la grenouille qui se transforme du stade tétard au stade grenouille. Donc c'est la T4 qui permet cette transformation. Chez les oiseaux, l'éclosion est pilotée par la T4 en partie. Alors il n'y a pas que les aigles qui ont été incriminés, d'autres animaux ont été mis en exergue, et toujours sur des pathologies de reproduction. Vous avez cette exposition des alligators à Orlando qui avait été rapportée par Lou Guillette pendant 15 ans à l'Endocrine, qui avait montré ces micropénis et ces cryptorchidis, et puis également les panthères des Everglades qui avaient exactement les mêmes données. Alors globalement, si on regarde la faune, donc tous les animaux qui nous entourent, on a des données plein la littérature, je pense à Pullule, d'action en tout cas des polluants sur ces pathologies reproductives dans l'espèce animale. Pour autant, vous me direz, on n'est pas des animaux, donc on n'a peut-être pas forcément des soucis. Oui, effectivement, le seul problème, c'est que les animaux, ils ne sont pas contaminés comme le pensait Rachel Carlson, c'est-à-dire par un nuage toxique qui serait passé, donc le fameux nuage toxique qui s'arrête aux frontières, mais principalement par leur alimentation. L'alimentation, il faut penser aux aliments, fruits, légumes, viande, poissons, mais également à l'eau de boisson que vous allez pouvoir utiliser. Et nous, on a rajouté une couche, c'est le contenant alimentaire qui est bien entendu de nature industrielle. Et on ne va pas s'étendre en tout cas sur les causes d'exposition, mais l'alimentation représente actuellement la contamination la plus grande de l'espèce humaine. Si on regarde en tout cas ce qui se passe en termes de santé humaine autour des perturbateurs endocriniens, on va essayer de disséquer hommes-femmes. Je suis obligé de faire de la parité, donc il n'y a pas normalement autant de diapos si j'ai compté juste. Si on regarde ce qui se passe dans le sexe masculin, c'est probablement celui qui est le plus connu, puisqu'on a fait le parallèle en fait entre les observations animales, l'alligator, la panthère, et on s'est dit est-ce que c'est la même chose chez les garçons? Bah oui, c'est la même chose. Ça, c'était des projections de données de spermogrammes qui ont été faites par des équipes parisiennes sur les 100 prochaines années à partir de l'évolution des dons de sperme réalisés dans les sécosses. Et donc depuis le début des sécosses, vous voyez que progressivement, ces donneurs en bonne santé ont un nombre de spermatozoïdes qui baisse régulièrement. Et en rouge, la ligne, ça correspond au seuil d'OATS, donc le fameux seuil
pour lequel on n'est plus capable, en tout cas, de se reproduire naturellement sous la couette et qu'on est obligé de passer par le parcours, en tout cas, de PMA et donc médicalisé. Alors, pour les plus pessimistes, vous voyez que dans 25 ans, c'est foutu. Donc, on est tous dans des petits tubes. Les plus optimistes, on est dans 120 ans. Donc, il faut se dépêcher, en tout cas, pour se reproduire. Et puis, souvent, ce qui va avec ces anomalies du spermogramme, c'est d'autres pathologies, comme on avait dans la littérature, cette fameuse cryptorchidie, donc la non-descente testiculaire. Ce qui a été retrouvé dans l'espèce humaine, mais également dans certains animaux, c'est l'hypospadias, donc l'urètre qui a bouché sur la face dorsale de la verge. Et puis, chez les adultes, un surrisque de cancer germinal testiculaire. Alors, on a beaucoup de données sur ce cancer du testicule et ces anomalies de développement. Et probablement, la molécule que vous connaissez toutes et tous et qui est la plus emblématique, c'est le distilbène. Le distilbène a été extrêmement médiatisé dans le sexe féminin et donc paradoxalement je vous le présente ici dans le sexe masculin et en fait on a appris plus tard que les enfants garçons avaient également des anomalies du tractus génital et donc on a retrouvé une surincidence de l'hypospadias, c'est l'équipe de Montpellier notamment qui a beaucoup publié sur ces données. Vous voyez qu'on a un surrisque de cryptorchidie. Et puis, de manière beaucoup plus intéressante, si vous regardez ce qui se passe chez les enfants des garçons qui ont été exposés in utero, donc la génération d'après, qui n'a pas connu le distilbène, a priori, eh bien, ces petits-enfants, ils ont également un surrisque d'anomalie du tractus génital, également de cancer testiculaire, mais surtout, ce surrisque, il est multiplié par 4 à celui que portaient déjà leurs parents. Donc, ce qui veut dire que cette imprégnation pendant la grossesse, elle va perdurer sur des générations et ces anomalies, en fait, elles sont liées à ce qu'on appelle des modifications épigénétiques, principalement du méthylome, qui vont être capables, en fait, d'être transmises d'une génération à l'autre. Alors, nous, dans le service, on avait travaillé principalement sur le bisphénol A, donc qui est un polluant qui est majoritaire, qu'on retrouve un petit peu moins actuellement. La source principale, c'était les plastiques et les fameux contenants alimentaires que vous utilisiez à la maison pour réchauffer votre alimentation. Et globalement, pour retrouver du bisphénol A, vous pouvez faire le test, vous passez un plastique au micro-ondes. S'il se transforme un peu bizarrement et qui ne garde pas sa stabilité, c'est bourré de bisphénol A. Et donc, vous êtes en train de vous intoxiquer au bisphénol A juste par libération au chauffage de micro-ondes. Ce qui explique qu'en fait, on a à peu près 95% de la population qui a des taux sanguins de bisphénol A dosables. Vous voyez qu'on en retrouve dès le sang du cordon, donc dès le premier jour de naissance, par passage transplacentaire, avec des quantités qui sont à peu près proches de celles qu'on retrouve chez l'adulte. Et puis, vous le voyez, chez les enfants, on a une quantité beaucoup plus importante. Pour 2 raisons. Les enfants mettent beaucoup plus d'objets plastiques à la bouche et la muqueuse buccale et la muqueuse linguale sont extrêmement faciles à pénétrer pour le bisphénol A. Et puis, ils consomment des produits qui sont souvent plus emballés dans du plastique que ce que l'on fait à l'âge adulte. Et globalement, en moyenne, on considère qu'on est aux alentours sur une population normale de 2 nanogrammes par millilitre de bisphénol A. Et donc, ce qu'on avait pu mettre en évidence sur un PHRC où on avait inclus plus de 6000 grossesses, c'est que les taux en fait, de bisphénol A maternel étaient directement corrélés en fait, à la concentration d'INSL3, donc cette fameuse hormone qui permet de gouverner la descente testiculaire, et que les deux étaient directement en lien avec cette fameuse survenue de cryptorchidie. Et puis, au laboratoire, on s'est intéressé en fait, à ce qui se passait. Je vais revenir juste sur la diapo. En termes de concentration, parce que vous savez qu'on parle de faible dose, forte dose, on ne s'y retrouve plus. Finalement, est-ce qu'on a un effet toxique ou pas? Donc, pour ceux qui ont déjà regardé les réglementations, habituellement, les industriels, on leur impose de répondre à une question, c'est à partir de quelle dose on n'a plus d'effet toxique chez l'animal, donc ce qu'on appelle la dose sans effet. Donc, habituellement, on est aux alentours de 10-6 ou 10-7 micromolaires. Et puis, vous voyez qu'à 10-6 ou 10-7, on n'a effectivement pas d'effet sur de la prolifération cellulaire de lignées de cancer de testicules. Mais si on va sur des plus faibles doses, là, on va avoir un effet toxique directement pro-prolifératif. Et donc, ça, c'est une particularité du bisphénol A, c'est qu'à très faible dose, on a un effet qu'on ne décrit pas à plus forte dose.
c'est vraiment le seul polluant pour l'instant pour lequel on a des données avérées de toxicité à faible dose. Donc ça soulève aussi la raison de son interdiction, donc qui est maintenant officielle. Et donc progressivement, on est moins exposé au bisphénol A. Alors on ne l'a pas tout enlevé parce que le bisphénol A, par exemple dans les ampoules, on n'est pas au contact, donc ce n'est pas gênant, mais le contenant alimentaire, c'est effectivement extrêmement gênant. Alors l'autre molécule dont vous avez entendu parler et qui tourne autour de la sphère de reproduction, et pour changer un peu du testicule, on va parler un peu de prostate pour les hommes, donc c'est un tout petit peu plus haut. La prostate, elle a secoué en tout cas les lignes de la perturbation endocrinienne pour cet aspect, donc pour le fameux charançon du bananier, qui est une problématique donc, aux Antilles actuellement, ce qui est vraiment une crise sanitaire aux Antilles françaises. Pourquoi? Puisque il a été utilisé donc, dans les années 90 un pesticide qui s'appelle le chlordécone. Et le chlordécone était utilisé pour tuer ces charançons du bananier et donc favoriser la culture de bananes aux Antilles et éviter donc une perte de production. Alors pourquoi ça a été un scandale? Parce que le chlordécone en fait avait été interdit aux États-Unis en 1979. Les États-Unis ne sont pas forcément un pays qui est très pro-environnement. Et donc pour qu'un pays de ce type interdise un polluant, en tout cas une molécule, c'est qu'habituellement il y a de graves dangers. Et pourquoi il y avait eu des dangers? Puisqu'il y avait eu une usine qui avait explosé. Ils avaient rapporté des leucémies aiguës, des insuffisances rénales aiguës et des syndromes néphrotiques pour lesquels ils avaient banni le chlordécone. Et puis vous voyez qu'on a eu ce qu'on a appelé l'utilisation donc aux Antilles qui a commencé en fait juste après donc, cette interdiction aux États-Unis. Il y a eu un arrêt au début des années 80, ça a été remis sur la table en 81 de mémoire, et puis il y a eu les périodes de dérogation qui se sont allongées jusqu'en 1993 de mémoire, et ce qui fait que la population est extrêmement exposée, avec une demi-vie du chlordécone en fait aux alentours de 40 ans sur un substrat de poussière, et donc on a nos Antilles qui sont malheureusement extrêmement contaminées, notamment dans le nord de la Martinique et dans le sud de Basse-Terre en Guadeloupe, en fait, qui sont les régions qui ont utilisé le plus de chlordécone, puisque c'est là où ils cultivent les bananes et que vous avez en tout cas un fluide aquatique qui va se répandre à travers Basse-Terre et sur le nord de la Martinique. Donc on a un plan chlordécone qui a été mis en place par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a été très vite rapporté des anomalies de cancer, et notamment de cancer de prostate. Et donc c'est l'équipe de Luc Multinier qui a beaucoup travaillé et publié sur ce risque de cancer. Et donc, il a été bien montré que le risque était multiplié par 2 pour les gens qui étaient exposés au chlordécone dans les Antilles. Et puis, on sait qu'il y a un surrisque de récidive aussi biochimique, même quand le cancer est traité, avec des formes beaucoup plus agressives. Alors, ce n'est pas le seul qui va donner des cancers de prostate. Je vous ai pris de la même façon en miroir le bisphénol A. Le bisphénol A, chez la souris, il donne exactement pareil, des lésions en fait cancéreuses de prostate. Et probablement, ces lésions, elles sont liées en fait à cet effet œstrogénomimétique, à la fois du chlordécone et du bisphénol A. Donc, il ne faut pas oublier que dans la reproduction, certes, il y a le spermogramme, il y a l'infertilité, mais on a aussi ces pathologies qui vont arriver et qu'il faut les prendre en compte. Alors, j'ai dit qu'on respectait la parité, qu'on s'intéressait aux filles. Alors, est-ce que des choses sont décrites chez les femmes? Alors, les femmes, finalement, on le verra, on a peu de données, ou en tout cas, elles ont mis du temps à remonter. Et si on prend en miroir le distilbène, vous voyez qu'on avait principalement ces anomalies de type adénocarcinome du vagin, qui étaient bien connues. Et puis, on ne s'était pas intéressé en fait au devenir ovarien de ces patientes, en disant de toute façon, elles ont des malformations utérines. Donc, on ne peut pas interpréter la fertilité de ces patientes qui, de toute façon, ont des malformations. Et il y a quand même des équipes qui se sont intéressées à celles qui avaient des utérus totalement normaux malgré l'exposition au distilbène. Et ils ont noté quand même qu'il y avait un recours à la PMA dans 30 à 40% des cas, donc ce qui veut dire qu'on a quand même une anomalie sous-jacente. Et puis plus tardivement, il a été mis en évidence un surrisque de cancer du sein dans cette population, donc avec un risque multiplié par 2, quels que soient donc les facteurs de risque associés.
Donc on avait vraiment des données dures, puisque c'est vraiment le modèle chez la femme de se dire si on a des données avec le distilbène, on a forcément avec les autres polluants. Alors qu'est-ce qu'on a dans la littérature? Dans la littérature, sur le cancer du sein, on a quelques données, notamment cette grande cohorte californienne qui a été largement utilisée par Barbara Cohn, qui est une cohorte en fait de 20 000 grossesses qui a été suivie au début des années 60, pour lesquelles on a des dosages d'imprégnation qui ont été gardés au congélateur, qui ont été dosés plus tard. Alors c'est critiquable bien évidemment, puisqu'on ne sait pas en tout cas les matrices si elles ont été stabilisées ou pas. Mais globalement, les mères qui étaient les plus exposées ici au DDT avaient un surrisque, en tout cas, de donner des cancers du sein à leurs filles quand elles étaient suivies. Donc vous voyez, on a 50 ans de suivi, donc avec un risque qui est multiplié quasiment par 4, donc ce qui n'est pas négligeable par rapport à d'autres facteurs de risque qu'on peut connaître au quotidien. Alors nous, on a utilisé notre fameuse cohorte de patientes qu'on avait donc dans notre PHRC Cryptorchidie, puisqu'on avait monté ce PHRC il y avait quasiment 20 ans, donc on s'est dit que 20 ans plus tard, on approchait de la cinquantaine, on était à peu près au bon âge pour dépister des cancers du sein. Alors, on n'a pas 12 000 cancers du sein dans notre cohorte, vous voyez qu'on a un petit échantillon, parce que pour l'instant, on en a 51 de cancers du sein sur le suivi, donc ça ne fait pas une prévalence énorme. Et néanmoins, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on a essayé de chercher des corrélations entre les imprégnations en carcinogènes avérés qu'on connaît, dont les PCB, pour savoir si effectivement on avait les mêmes observations dans la littérature. Alors si on fait la somme mathématique toute simple, on n'y arrive pas. Si on en prend un qui est classé comme carcinogène avéré, qui est le PCB 153, il n'est pas associé. Par contre, il y a un score qui a été établi par Barbara Cohn, qui est un espèce de calcul mathématique entre les concentrations, le degré de lipophilie et le degré de toxicité. Et vous voyez qu'on commence à s'approcher de la significativité. On est à 0,08, en sachant qu'on avait les dosages que pour 37 sur les 50. Donc on se dit que si on a 10 patientes de plus, en tout cas dans les 5 ans qui viennent, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas très loin du significatif. Donc on continue à suivre la cohorte, mais on n'est pas les seuls en tout cas à avoir rapporté ce surrisque de cancer du sein. Alors, en dehors du cancer du sein, ce que vous connaissez toutes et tous, le plus souvent, c'est ces fameuses pubertés précoces, ce qui est assez logique, puisque la majorité des polluants, en fait, ont une activité dite œstrogénomimétique. Donc, si on donne des œstrogènes à une petite fille, il y a de fortes chances qu'elle se féminise plus tôt. Et ça a été très largement détaillé par l'équipe de Charles Sultan et de Françoise Paris, et je ne vais pas m'appesantir sur le domaine. Par contre, je veux quand même revenir sur le délai de grossesse et ce qui se passe au niveau ovarien, parce que je pense que c'est vraiment la problématique qui a été glissée sous le tapis pour l'instant, qu'on ne regarde pas, puisque la fertilité féminine, c'est probablement moins politique, en tout cas, que la fertilité masculine au Danemark sur le suivi du spermogramme. Il faut savoir que dans la cohorte donc de Barbara Cohn, donc cette fameuse cohorte californienne, elle s'est amusée à projeter le nombre de taux de grossesse en fonction des concentrations à la naissance en DDT et en son métabolite. Et vous voyez qu'en fonction de là où vous vous placez, vous n'avez pas tout à fait la même chance d'être enceinte en fonction d'une année de procréation normale sous la couette, puisque vous voyez que le taux il peut baisser de 50% en fonction de votre taux de DDT et de DDE. Donc ça, c'était une des premières données. Et puis, on commence à voir arriver dans la littérature de plus en plus de data qui nous rapportent en fait des taux de grossesse plus faibles chez les patientes exposées. Alors, le graphique, il faut le comprendre à l'envers. Là, c'est la proportion de patientes qui ne sont pas enceintes. D'habitude, on réfléchit différemment. Et le temps d'essai. Et puis là, vous voyez, c'est les moins exposés, les plus exposés en termes de pollution. Et vous voyez, plus vous êtes exposé, plus vous avez de chances, malheureusement, de ne pas avoir de grossesse dans les mois qui viennent. Donc, on a vraiment des données épidémiologiques qui vont avec. Et donc, je vais revenir sur l'histoire du chlordécone et pourquoi c'est important de considérer cette fonction ovarienne. Pourquoi? Parce que sur le chlordécone, en tout cas dans les expérimentations animales, il a été montré que les femelles avaient un profil ovarien qui était très différent des femelles non exposées. Alors si vous regardez d'un point de vue histologique,
un ovaire non exposé, un ovaire exposé. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'ovaire, on a l'impression que c'est à peu près pareil. Pour ceux qui ont un œil, vous voyez qu'on a quand même un petit peu moins de corps jaune sur l'ovaire de souris. Donc si on a moins de corps jaune, c'est qu'a priori, elle a moins souvent ovulé, qu'on devait avoir moins de follicules. Et en fait, effectivement, si on regarde, il y a moins de follicules, mais surtout, il y a moins de follicules primaires. Et surtout, ce que ces auteurs ont montré, c'est qu'on avait une modification de la méthylation au niveau des cellules germinales, donc féminines, au niveau des ovocytes, et ce qui expliquait en fait qu'on avait un passage en atrésie extrêmement précoce entre le stade follicule primordial et le stade follicule primaire. Et en fait, on aboutissait à une insuffisance ovarienne prématurée liée au chlordécone, en tout cas à cette exposition. Et ce n'est pas la seule molécule en fait, qui donne cet aspect d'insuffisance ovarienne prématurée. Vous voyez que je vous ai listé là différentes études qui rapportent la même chose. Et globalement, en fonction des produits, on a à peu près la même observation. Donc on a les dioxines, les PCB qui peuvent donner ça. Et donc pour l'histoire, le chlordécone, sa valeur toxique de référence a été revue par l'ANSES, non pas sur le risque de cancer de prostate, mais sur le risque d'insuffisance ovarienne prématurée. Et je pense que c'est déjà un bon pas en avant de se dire que la fertilité féminine est prise en compte dans ces modèles, en tout cas de régulation. Alors pour conclure, habituellement, à la fin du topo, on se dit « mince, c'est déprimant son truc », parce que qu'est-ce qui va arriver à nos enfants ou à nous-mêmes plus tardivement ? Alors je dirais que si on regarde la littérature, vous tapez perturbateurs endocriniens reproduction, je pense que vous avez à peu près 200 000 résultats dans PubMed au bas mot, et vous en avez une cinquantaine qui arrivent tous les jours, donc c'est vraiment la littérature fleuve par excellence. On a un impact qui est évident, qui est bien détaillé. La notion donc reprotoxique, elle est extrêmement ancienne, on la connaît depuis longtemps, et au départ, le terme de perturbateur endocrinien, on parlait de perturbateur endocrinien reprotoxique, et on a enlevé le côté reprotoxique parce qu'il n'y a pas que la gonade qui est atteinte. Il faut penser qu'on n'est pas les seuls, malheureusement, exposés, et la faune, c'est extrêmement important de la prendre en considération, non pas que d'un point de vue écologique, mais également parce qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire et que la faune, malheureusement, fait partie de notre alimentation et que c'est un moyen de contamination et que si la faune elle est imprégnée en polluants, on sera forcément imprégné en polluants, que ce soit de la viande, des mollusques, des poissons, etc. Et je n'en ai pas parlé, mais il y a vraiment cette notion de programmation fœtale, donc d'environnement intra-utérin qui est extrêmement important à prendre en compte et de cette période de vulnérabilité. Et actuellement, ce qui est recommandé, c'est cette prudence donc dans des périodes à risque. Et la période à risque, on considère que c'est les 1000 premiers jours de vie. Et donc le site internet qui était porté initialement donc, par Santé publique France, qui était là en tout cas pour alerter le grand public sur les risques sanitaires de l'environnement, qui s'appelait agirpourbébé.fr, a été renommé en 1000premiersjours.fr. Et vous voyez que sur ce site internet, donc porté par Santé publique France, vous avez en fait toutes les données de bonnes pratiques pour la grossesse, donc la prévention de la toxoplasmose, du risque infectieux, des carences vitaminiques. Et puis, juste à côté de devenir parent, vous voyez, il y a écrit « Agir sur son environnement ». Et donc, si vous cliquez, vous avez des petites vidéos explicatives. La première qui arrive quand vous cliquez sur « Agir sur mon environnement », c'est comment éviter les perturbateurs endocriniens. Vous allez avoir des brochures, des guides, comment j'enlève le produit de ménage, lequel j'utilise pas, pour effectivement limiter notre imprégnation et les risques, non pas pour nous, mais malheureusement pour les générations futures, pour leur laisser en tout cas une planète propre et surtout des individus en bonne santé. Et je vous remercie pour votre attention et je vais titiller, il faisait 14 degrés au début de ma présentation, je suis désolé. Question plutôt épidémiologique, on va se limiter à la France métropolitaine, on ne va pas parler des Antilles ou à l'Europe. Classiquement, c'est peut-être plus tellement vrai parce que finalement, au niveau de l'alimentation, c'est à peu près dans les villes et dans les campagnes, c'est pareil. Et le bisphénol A, on peut penser aussi que l'exposition est la même. Mais est-ce que chez les personnes qui habitent dans les zones rurales, agriculteurs notamment,
où on pense qu'il y a beaucoup de pesticides, etc. Et donc, fatalement, un certain nombre qui ont des fonctions de PE, de perturbateurs endocriniennes. Est-ce que les études épidémiologiques ont pu montrer, notamment sur le plan reproduction, une incidence ou une prévalence plus élevée que par rapport aux gens qui habitent dans les villes? Alors, en termes d'études épidémiologiques bien menées, en fait, il n'y en a pas parce que souvent on compare une population extrêmement exposée, donc par exemple les viticulteurs ou les agriculteurs, à une population qui n'est pas du tout exposée. Donc on est sur en fait une étude cas témoin et pas sur une étude de cohorte. C'était un des principaux biais qui avait été levé. Donc Santé publique France a changé sa méthode. On a un programme de surveillance, en tout cas notamment des viticulteurs, donc qui a démarré cette année pour effectivement voir à grande échelle et les comparer à des gens en zone dite peu polluée et des gens en zone dite urbaine, parce qu'au niveau de la zone urbaine, la problématique, c'est que vous avez également la pollution atmosphérique qu'il faut prendre en compte, et en fonction des vents et des positionnements d'appartements, vous ne serez pas exposé de la même façon. Par exemple, nous à Nice, on pensait que tout était très beau, très rose. On a un incinérateur donc, qui est au bout de la vallée du Paillon, et donc les géographes, quand ils ont créé l'incinérateur, ont modélisé le panache de fumée, et donc on dit qu'en fonction des vents habituels, le panache de fumée irait sur les montagnes, sur une zone non habitée, et en fait, au jour le jour, le panache de fumée il va dans l'autre sens. Donc la ville, elle est totalement dans le panache de fumée avec des résidus de dioxine. Donc en fait, quand on va comparer par exemple notre population niçoise, on est obligé de comparer cette population exposée à d'autres qui ne sont pas exposés à cet incinérateur, mais qui vont être contaminés par les nappes phréatiques. Donc c'est extrêmement en fait difficile à contenir. C'est aussi le découpage en iris, en zone géographique qui permet d'améliorer les choses, mais on n'a pas toutes les réponses malheureusement en question. Merci. Il y a une autre question là. Pour revenir par rapport aux plastiques à risque, est-ce que les plastiques a priori conçus pour réchauffer les aliments au micro-ondes sont à risque? Alors, sur les plastiques à risque, vous avez un très bon guide qui a été fait par l'URPS PACA avec une petite plaquette sur les plastiques utilisables. Alors, si vous avez la curiosité ou que vous avez du plastique à portée de main, vous avez un espèce de triangle avec 3 flèches autour de vous, autour du triangle, avec un numéro à l'intérieur. Et globalement, sur les 7 numéros, il n'y en a que 2 qui sont utilisables au contact des aliments. Et donc, ceux-là, on peut les utiliser. Dans les contenants micro-ondes, majoritairement, ils sont encore tous en bisphénol A, puisque la restriction d'utilisation, elle a été mise au 1er janvier 2000 et il reste globalement dans les placards majoritairement du bisphénol A. Donc si vous voulez tester, vous faites chauffer de la sauce tomate dans le contenant plastique. Si le contenant plastique devient rouge, c'est qu'il y a du bisphénol A, puisque le bisphénol A, en fait, c'est un grand polymère qui est hydrolysé à 37 degrés. Donc s'il s'hydrolyse, il va s'ouvrir et c'est là où les colorants en fait, de tomates ou d'autres choses va rentrer, et quand ça va se refroidir, ça va devenir tout rouge et vous n'arrivez plus à nettoyer. Et ceux qui ont déjà eu ce problème-là, vous savez qu'il faut mettre de la soude pour nettoyer la couleur, donc ce qui n'est pas très bon. Justement, dans ces triangles, il est indiqué que les 1, 2 et 5 sont recyclables. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contaminants possibles? Alors, le problème du recyclage et de la remédiation a été posé parce qu'en fait, la problématique, c'est que le plastique en lui-même, les 1, 2, 5 sont les bons. Alors, exactement, c'est le 2 et le 5, parce que le 1, il est borderline. En fait, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas de bisphénol A à l'intérieur. Par contre, l'incinérateur qui est utilisé pour les recycler contient des traces de bisphénol A. Donc en fait, on en fait rentrer à l'intérieur. C'est pour ça que l'un des 3 a été enlevé de la liste des verts. Donc aucun plastique n'est recyclable? Quasiment aucun, oui, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on a cette loi dite AGEC. Et donc la loi AGEC, c'est pour ça que vous avez vu disparaître les gobelets en plastique, que c'est que des gobelets en carton, qu'il n'y a plus de couteau-fourchette en plastique. Alors après, on peut en discuter parce que la colle qui est utilisée est probablement toxique. Donc il y a une étude également au niveau européen parce que la mélanine qui est utilisée est extrêmement toxique, notamment ovarien. Et donc cette loi AGEC a pour but, in fine, d'enlever tous les contaminants
alimentaire possible. Et au 1er janvier 2022, normalement, il y aura un pictogramme obligatoire donc, sur tous les contenants ayant des polluants possibles. Donc je pense que quand vous allez rentrer faire vos courses, vous allez être effrayé parce qu'après le petit pictogramme femme enceinte interdit, là il va y avoir le pictogramme polluant et je pense que... En tout cas, merci beaucoup. On va faire 2 dernières questions. Moi j'avais une petite question et Anne. Et puis après j'ai une petite question. Vas-y. Oui, moi j'avais une question très courte. Il y a une espèce de serpent de mer qui dit toujours syndrome des ovaires polykystiques et perturbateurs endocriniens, mais en fait, quand on interroge les gens, il n'y a pas de littérature. Non, il n'y a que 2 équipes qui ont rapporté. Ouais, c'est Lourdes Ibanez et Eva Diamanti qui ont publié principalement sur ça. Donc avec ce cercle vicieux d'hyperandrogénie hépatique, mais en dehors de ces 2 équipes, personne en fait a publié et au niveau épidémiologique, on n'a pas de date. C'est ça, il n'y a aucune date. Hein, ouais, donc on a des données en fait principalement cas témoins, mais pas de grandes cohortes. Et donc ma question, la dernière question, c'est je voulais savoir si dans le bilan étiologique de certaines pathologies comme les IOP ou je sais pas des hypospadias, des cryptorchidiques, quand on trouve pas d'étiologie, est-ce qu'il y a des dosages que ça pourrait valoir le coup de faire et qui sont faisables facilement? Alors pour l'instant les dosages on peut pas les faire en routine parce que un dosage de PCB par exemple ça coûte 500 € non tarifé, c'est sur une colonne de spectro bien particulière. Les dioxines c'est sur une autre colonne donc c'est pareil 500 €. Donc pour l'instant la routine c'est pas possible. Et ce que vous avez à votre disposition c'est des questionnaires en tout cas d'imprégnation donc qui commencent à être vulgarisés donc on espère que vous pourrez les utiliser. Et qu'on trouve où du coup les questionnaires On les trouve où ces questionnaires? Alors il y en a sur le site de l'ANSES, tu peux en retrouver. Après nous on en utilise. Il y a l'équipe de Marseille qui en utilise un aussi qu'on peut facilement vous donner en tout cas. Merci beaucoup. On va passer au topo suivant. Merci Nicolas.